le pour, qui va parler pendant 5 minutes. L'assesseur, ici présente, va lever la main pour le premier candidat à 4 minutes 30, à 5 minutes, puis à 5 minutes 30. À ce moment-là, le candidat va devoir finir sa phrase. Ensuite, pour le second candidat, il lèvera la main à 9 minutes, puis à 10 minutes, puis à 11 minutes, et le candidat devra s'arrêter. Sur le premier sujet, la confiance règne-t-elle, défendra le pour M. Jean-Roy Porcel. Et défendra le contre M. Héry André Amazi. Nous allons commencer par le candidat qui défend le pour. M. Jean-Roy Porcel, vous avez 5 minutes. La confiance. Qu'est-ce que la confiance? Sans utiliser une grande citation d'un grand philosophe, ou d'un grand écrivain, ou d'un grand politicien, je dirais juste, avec mes mots, mes simples mots, que la confiance, c'est un ressenti, une sensation. La sensation d'être protégé contre une attaque quelconque, une situation qui pourrait nous être préjudiciable. La confiance, elle a un grand C. La confiance, elle est générale. Elle peut être divisée en plusieurs catégories. La confiance qu'on a en soi-même, je ne le dis pas forcément. La confiance qu'on peut avoir pour autrui. La confiance pour autrui, pour la confiance qu'on a pour les personnes que l'on connaît, et à la fois pour les personnes que l'on ne connaît pas. Ça pourrait être aussi une entreprise, ou alors pour des gens qui n'ont même pas encore existé, comme on pourrait avoir confiance aux personnes à l'avenir, aux générations futures. La confiance est donc divisée. Divisée pour mieux. La confiance règne-t-elle? La confiance règne-t-elle? Ça ne nous rappelle pas une expression qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours. Une expression qui donne... Ah bravo, sympa l'ambiance. La confiance règne. La confiance règne. La professeure de droit, madame professeure Sinamoti, professeure de droit pénal, m'a sorti une citation que je trouve pour le moins très intéressante, qui comparait la confiance à la culture. La confiance est obligée d'être gagnée, obligée d'être éprouvée. Elle ne se décrète pas. Cette expression-là, alors, qu'on entend tous les jours, perd tout son sens. Parce que ça voudrait dire que la personne qui dit « sympa l'ambiance, la confiance règne », ça voudrait dire qu'elle s'approprie, elle dit, elle exige cette confiance. La confiance ne s'exige pas, elle ne se décrète pas. Elle se prouve, elle se donne, elle se gagne. Prenons l'exemple. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ça, c'était le premier point à laquelle je voulais intervenir. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'était la confiance qu'on donne à autrui. Il y a une grosse différence entre la confiance qu'on donne à quelqu'un que l'on ne connaît pas et une personne que l'on connaît. Un exemple. Elisa et Sarah sont deux filles qui avaient envie d'aller faire une sortie au Mistral. Un mardi, l'alcool est gratuit. Pourquoi pas? On va passer une bonne soirée. On prend les beaux talons, on prend la jolie robe, et on s'amuse avec ce qu'on peut, comme on peut, en dansant, en essayant de draguer les garçons, etc. Ces filles-là passent une très bonne soirée. Elles rentrent à 5 h du matin, rentrent chez elles. Après tout, le Mistral, centre-ville, elles habitent à côté du périph', 15 minutes à pied, on craint rien, c'est Aix-en-Provence. La confiance règne. Mais, à 5 h du matin, lorsqu'elles sortent de cette boîte de nuit, là, elles sont en train de réaliser tous les pas de danse qu'elles ont fait. Au niveau de leurs pieds, des ampoules, comme ça. Impossible de marcher. Ou alors, du moins, surtout en titubant, quelque chose qui est vraiment très compliqué. Et là, elle se dit, bon, enlevons nos talons. Au fond, rentrons à pied, marchons pieds nus. Mais il s'avère que la rue est parsemée de petits éclats de verre et encore d'autres substances qu'on préférait ignorer d'origine. Et là, Superman arrive. Pas vraiment Superman, juste une voiture. Les voitures s'arrêtent derrière elle. On regarde la voiture et on voit encore, là aussi, deux garçons. Un peu éméchés, un peu alcoolisés. Bon, conduire, il faut choisir les gars. Un peu alcoolisés. Vous imaginez la suite, les garçons proposent aux filles de les ramener, de les voyant tituber, de marcher, etc.
Et là, la première, Sarah se dit, d'accord. Elle hoche la tête, sans doute sous l'emprise de la douleur que lui procurent ses pieds, ou alors tout simplement l'alcool qu'elle aurait ingéré durant la soirée. Elle hoche la tête et se dirige vers la voiture. Son amie, elle, un petit peu plus dans un élan de lucidité, le retient le bras et lui dit non, je n'ai pas confiance. Évidemment, on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais néanmoins, cette confiance peut s'inspirer. On peut voir ces jeunes gens qui disent ah oui, bah, il m'inspire confiance, je peux rentrer dans la voiture. Mais le risque est quand même grand. Certes, on est Aix-en-Provence, mais bon, il est quand même 5 h du matin, ces mecs-là, elles sont déjà alcoolisés, alors que normalement, ils ne devraient pas conduire. Et puis bon, une femme reste une femme, elle peut parfaitement rentrer chez elle. Et c'est là que du coup, j'aimerais préciser l'amalgame, de façon à... Bon, hélas, j'ai perdu trop de temps dans ma plaidoirie, je continuerai sur ce point après, au risque de me faire éliminer. Mais néanmoins, cet exemple, je le prendrai dans la seconde partie de ma plaidoirie, donc s'il vous plaît, n'oubliez pas Elisa et Sarah. Faites-le pour moi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je sais ce que vous demandez. Vous demandez une explication. Sans quoi, vous ne serez pas venus, aussi nombreux ce soir, assister à cette joute. Oh, je ne doute pas de votre curiosité. Mais d'un autre côté, je vous comprends un peu. En effet, hier soir, lorsque les sujets sont tombés et les positions à défendre sont sorties, j'ai été pris d'un moment de doute. Moment de doute, rapidement évacué par mon petit frère, qui me dit alors « Tu n'as qu'à ne pas y aller, comme ça tu leur montreras directement que la confiance ne règne pas. » Ainsi, j'aurais personnifié ma cause, mais j'aurais aussi précipité ma perte. Mais voilà, je me tiens en cet instant devant vous, faisant fi de mes craintes, sans renier le doute qui m'anime. Mais pour autant, la confiance règne-t-elle? Eh bien, je vous répondrai non, la confiance ne règne pas. Mesdames et messieurs du jury, peuple de Démosthène, l'objet strict de cette joute paraît simple: déterminer la dénomination, la domination, l'hégémonie totale de la confiance. Domination déduite du verbe régner dans cette interrogation. Mais aussi la confiance, dont on dit, comme disait mon contradicteur, que c'est le sentiment de sécurité de celui qui se fie à quelqu'un, à quelque chose. Cependant, ne nous y trompons pas. L'enjeu de cette audience va bien au-delà de ces simples définitions. En réalité, nous discutons ici du moteur de la vie de l'homme, du moteur de la vie de nos sociétés. D'abord, l'affirmation « la confiance règne » est une antiphrase indiquant que le soupçon est roi. En effet, affirmer que la confiance règne, c'est déjà émettre un doute. C'est comme se dire « je t'aime », si on le sait. Pourquoi on a besoin de le dire? Comme disait le personnage de Langdon dans le film Le temps d'un automne, notre amour est comme le vent. Je ne peux pas le voir, mais je peux le sentir. Il en est de même de la confiance, dont on notera qu'en politique, comme ailleurs, on ne dit « la confiance règne » que quand elle ne règne pas. Ainsi, nous verrons d'abord l'objet de la confiance, pour soi, pour les autres, ce qu'elle pose comme problème, et enfin, nous traiterons des solutions que nous pourrons trouver. La confiance est une chose rare, un luxe. Le luxe, c'est la parure, l'ornement, la décoration. Vous connaissez les femmes présentes dans cette salle. En tant que tel, il impressionne. Il attire l'admiration de nos pères. Mais il est aussi rare.
et comme tout objet luxueux est rarement à la portée de n'importe qui, il en est de même de la confiance. On ne le retrouve pas chez n'importe qui et on ne l'accorde pas très souvent à autrui. La confiance est l'apanage de la luxure. Trouver la confiance en soi, c'est la condition indispensable pour avancer. Sinon, je ne serais pas devant vous en ce moment. Cela demande parfois du courage, mais c'est aussi le courage qui nous permet de reprendre confiance. En effet, il y a une alliance indéniable entre ces deux vertus, et en cela, l'un ne peut aller sans l'autre. L'une est généralement la preuve de l'existence de l'autre. Tout le monde peut être abandonné par la confiance superficielle, mais cela ne dure pas. C'est lorsque la confiance vitale est atteinte que vous perdez courage. La confiance organique, le conatus de Spinoza, le désir de vivre, si elle est atteinte, indique que la capacité de sublimation de l'individu est touchée. Vous avez perdu la confiance de surmonter l'angoisse de la mort. Ainsi, la confiance n'est pas hégémonique en notre sein. C'est un combat perpétuel que nous livrons à nous-mêmes entre notre désir de vie et notre angoisse de mort. Et c'est en ce sens que la confiance est un divertissement. Divertissement au sens pascalien du terme. C'est-à-dire une fuite de notre humaine condition, notre mortalité. Par ailleurs, si la confiance régnait, elle ne serait plus confiance, mais insouciance et inconscience. Rappelez-vous des effets secondaires de la potion Felix Felicis dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Potion appelée aussi chance liquide, qui procure au buveur une chance exceptionnelle. Selon le professeur Horace Legord, maître des potions, les effets secondaires incluent des étourdissements, une tendance à l'imprudence et un excès de confiance en soi. Ainsi, la confiance ne règne pas, et elle ne devrait pas régner. Il faut alors nécessairement pour nous, êtres humains, trouver un équilibre. Mais alors, qu'en est-il des autres? Tout le monde dans cette salle, je l'espère, connaît la phrase de Thomas Hobbes dans Léviathan. L'homme est un loup pour l'homme. Cela renvoie en effet à la discorde, qui conduisent à la haine, et la haine qui conduit immanquablement à la guerre. Et la guerre, quel que soit le vainqueur, n'engendre rien de plus qu'une nouvelle génération avide de vengeance. Ainsi, la confiance ne règne pas, et ne régnera jamais. Et malheureusement, ce ne sont pas les exemples qui manquent dans notre histoire. Demandez à Mufasa, trahi par Scar, son frère. Demandez à Hubert, bonisseur de la Batte, trahi par sa secrétaire, Larmina, et son ami Heinrich. Demandez à Simba, trahi par Kovu. D'ailleurs, pour les futurs pères dans cette salle, méfiez-vous de vos beaux-fils. Et enfin, demandez à César, trahi par son propre fils Brutus, et qui aurait eu ces mots restés dans la postérité. Toi aussi, mon fils. Mais au-delà de ces considérations historiques, la confiance ne règne pas. Même l'État, qui trouve son origine dans le contrat implicite qui existe entre chaque membre de la société, n'inspire plus confiance. En témoigne le nombre d'abstentions massives lors des dernières échéances électorales. Ou encore les nombreux sondages qui témoignent du déficit grandissant de la confiance envers nos institutions. Et même dans nos relations individuelles, la confiance n'est en aucun cas le monarque. J'en veux pour preuve l'existence de ce qui nous est cher à tous dans cette salle, le droit. Si la confiance régnait réellement entre les hommes et les femmes, pourquoi aurons-nous besoin de règles normatives pour régir nos relations? Pourquoi aurons-nous besoin d'un tiers qui est l'État pour sanctionner la violation de ces règles si la confiance régnait? Ainsi, la confiance est comme une femme, inconnue, mystérieuse, difficile à apprivoiser, et lorsqu'on la possède,
délicieusement enivrante. Et lorsqu'elle nous possède, divine, mais dangereuse. Tandis que la trahison est une fille facile. On la rencontre à chaque point de rue. Vous l'aurez compris, la confiance, comme certaines boissons, est à consommer avec modération. Car, comme on dit au Burkina Faso, qui avale un noix de coco fait confiance à son anus. Peuple de Démosthène, mesdames et messieurs du jury, ne vous méprenez pas sur mes intentions. Je ne plaide pas en faveur du soupçon et de la méfiance perpétuelle. Non, je plaide en faveur du doute. En effet, tandis que la conviction, qui est le signe d'une confiance dominante, d'une certitude, est de l'ordre de la physiologie, le doute est de l'ordre de l'intelligence. Pour entreprendre la recherche de la vérité, il faut pour nous, êtres humains, une fois en sa vie, douter de toutes les choses où l'on aperçoit le moindre incertitude. Et nous l'avons vu, la confiance est un concept contingent, mouvante, évolutive. Nous gagnerons donc à ne pas laisser la confiance régner, mais à trouver un équilibre en usant de notre raison. Mon cher contradicteur, je me tourne une dernière fois vers vous avant de vous céder la parole. Vous dites que la confiance règne, permettez-moi d'en écouter. Et vous, peuple de Démosthène, doutez, doutez, doutez. Ne laissez point la confiance régner en despote, comme un despote règne sur son peuple. Ne vous laissez pas aveugler par ce mirage éphémère et fuyant. Ne vous laissez pas bercer par ces illusions qui auront tôt fait de vous ramener sur terre. Mais doutez, réfléchissez, car, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Merci. Elisa et Sarah vous ont manqué. Elisa et Sarah n'ont donc pas fait confiance à ces deux jeunes gens. Normal, on ne peut pas prêter, on ne peut pas avoir confiance en des inconnus, puisque la confiance doit se mériter, ce qui est absolument normal. Mais, est-ce qu'on peut dire quand même que du coup, le fait d'avoir refusé l'offre de ces deux inconnus serait justement l'antithèse de dire que la confiance règne? Non, ça n'aurait pas de sens. Ce serait comme dire, oui, non, la confiance ne règne pas, parce que vous avez une serrure à votre porte. La confiance ne règne pas, parce que vous avez un mot de passe à votre ordinateur, qui est, ceci dit, de plus en plus compliqué, avec une lettre, un mot, un chiffre, etc. Il y a des choses, du coup, qu'on ne pourra pas prouver dans ce sens. Tout à l'heure, mon contradicteur nous a parlé de l'État, nous a parlé aussi de César. Je vais parler de ces deux choses. Le règne inspire la conquête. Le fait de se répandre peut-être, de partir, de s'enlever. La confiance peut se perdre. Le doute n'est pas forcément le contraire de la confiance. Non. On peut parfaitement perdre confiance. Elle sera juste beaucoup plus dure à regagner. C'est tout. La confiance sera tout le temps là. Parlons de César, et donc de l'Empire romain, comme l'Empire romain qui s'est propagé à travers toute l'Europe, on pourrait dire exactement la même chose pour la confiance. La confiance qui actuellement me gagne tout au long. À partir du moment où je commençais à parler, alors que ma voix, mes mains étaient tremblantes, je commence à avoir de l'assurance. Un tout petit peu. Peut-être que ça ne se verra pas, mais moi je le sens. Et c'est ça qui est important. La confiance dans l'État aussi. Le vote de confiance. L'article? Constitution? Personne? 18? Quelqu'un dit 18? Bon. Du coup, la confiance est même allée dans notre Constitution, la Constitution de la Ve République. Elle navigue en moi aussi, elle conquérit. Elle va se forger bataille contre justement ce côté irrationnel qui est le stress, qui est la peur que j'aurais. Pourtant, ma plaidoirie, je l'ai répété 40 fois à voix basse, 50 fois à voix haute. Je ne devrais avoir aucune raison normalement de douter de moi, comme l'a dit mon cher contradicteur. Et pourtant, la confiance règne. La confiance règne. Robert Surcouf avait répondu, enfin, du langage cancer, avait répondu à
un mythe anglais qui disait que les Français travaillaient pour avoir de l'argent. Et les Anglais travaillaient pour l'honneur. Et là, ce qui a bien répondu Robert Surcouf, c'était que on se bat pour ce qui nous manque. Bien pris les roast beef. Ensuite, Robert Surcouf, un corsaire. Robert Surcouf a été plusieurs fois capitaine, dont d'un bateau. Et ce bateau, le bateau dont il était capitaine de l'année de 1800 à 1801, comment s'appelait-il? La confiance. Alors du coup, si on pourrait dire, tiens, la confiance règne-t-elle? Si la confiance règne, quels sont ses sujets? Partant donc de ce principe-là, que ce bateau, la confiance, 190 soldats, 190 marins, 600 tonnes de poudre, 40 canons. Eh bien, là on peut dire que la confiance a régné. Elle a régné sur les mers d'Europe, elle a régné sur les mers d'Inde. Et les sujets de la confiance, alors qui sont-ils? Eh bien c'est 190 marins. La confiance est quelque chose d'essentiel pour notre société. Vous vous en rendez pas compte, vous amis juristes, et aussi me l'a raconté mon cher contradicteur, pourquoi avoir besoin d'un État alors? Pour pouvoir protéger justement les relations si la confiance existe. Et justement, et vous aussi vous êtes juriste, vous aussi vous avez tous ce petit côté altruiste de vouloir défendre la personne qui en a besoin, la personne qui aurait été dupée, la personne qui aurait fait un abus de confiance. Vous êtes là, sans confiance, notre vie n'aurait plus aucun sens, n'aurait plus de carrière. Sans abus de confiance, il n'y aurait pas de litige, il n'y aurait pas eu de problème. Nous n'aurions donc vraiment pas de carrière, rien. Sans confiance, l'économie ne pourrait pas marcher. L'économie, on a besoin de la confiance, on a besoin d'avoir une confiance envers l'homme avec qui on pourrait faire établir un contrat, ou alors une entreprise pour acheter, d'autant plus que maintenant, grâce à Internet, on peut acheter n'importe quel objet à l'autre bout du monde. La confiance, c'est quelque chose d'essentiel. Sans confiance, il ne serait rien. Il n'y aurait pas d'attachement, pas d'émotion, pas d'amour, rien. Nos vies seraient tristes. Alors certes, la confiance ne règne pas d'une manière absolue sur le monde. Mais justement, c'est ça qui est fort. C'est cette façon de voir comme une confiance qui va à la quête, qui va partir, qui peut partir, mais qui reviendra forcément. Mais ce sera juste un petit peu plus dur. Mais elle sera toujours là. Elle a été là. Elle le sera toujours. La confiance règne. Votre plaidoirie farouche, défenseur de la confiance. Est-ce que le droit pénal, est-ce que le droit protège la confiance? Je vous donne déjà la réponse d'ailleurs. Complètement. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on... Hormis la Constitution, parce qu'on a évoqué. Hormis la Constitution, non, bien sûr. Mais comme je l'ai dit plus ou moins tout à l'heure, on a besoin, c'est ce petit côté altruiste qu'on a en tant que juriste, de vouloir diger la justice. Vous avez dit un moment, est-ce qu'il y a un délit particulier qui protège la confiance? Une infraction particulière? Excusez-moi? Est-ce qu'il y a une infraction particulière qui protège la confiance? Une en particulier, je pourrais vous en sortir une malheureusement. Citez le professeur Simon Bonti tout à l'heure, faites à lui honneur. D'un côté, je pense que si madame la professeure m'aurait posé cette question, je ne pense pas que je serais aussi stressé. Alors je répondrais, mais... Je vous mets à l'aise, il y a un contrat au milieu dans ce délit particulier, il y a un contrat. Darty, le contrat de confiance, bien sûr. J'ai pensé à moi. Excusez-moi. Pardon. Article 112 du Code pénal, exact. Je ne pensais pas à ce contrat particulier. Ah, s'il vous plaît, je réponds. Les sujets sont nouveaux, ma réponse a le droit de... Je pense, j'estime. Merci. Moi, j'ai une question de confiance à vous poser à tous les deux. La confiance a régné. Alors, c'est Superman ou Spider-Man? La suivante, c'est... Oui, et après, j'en ai une deuxième. D'abord, vous répondez à celle-là, après, j'en ai une deuxième sur le vent. La confiance a régné? La confiance a régné, vous l'avez dit. Exactement, de 1800 à 1901. a régné. Bien sûr, ok, bon, alors... Superman ou Spider-Man? Dans l'arachnide.
Eh ben, je serais plutôt parti sur Superman, bizarrement, étrangement. Bien sûr, araignée, on pourrait se dire d'accord, Spider-Man, mais Spider-Man n'a même pas lui-même confiance en lui. Spider-Man est juste... C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tant d'attachement envers cet homme. C'est parce que c'est le seul super-héros qui a un problème. Il peut pas payer son loyer. Il se met toujours dans des situations assez délicates. Alors que Superman, bon... Clark Kent, il travaille au Daily Planet, il part pendant 5 ans, il retrouve une place. C'est assez rigolo quand même. Je pense que j'aurais plus confiance en Superman qu'en Spider-Man. Pareil, parce que je dirais que Superman nous comprend. D'abord parce que l'image que Superman a de nous, c'est Clark Kent. C'est l'homme qui manque de confiance, qui balbutie, qui hésite. Et en cela, je pense que Superman, c'est sans doute le héros qui règne avec sa confiance au maximum. Puisqu'après tout, il a les pouvoirs d'un dieu. Donc vous pensez que la confiance a régné en vitesse En puissance. avec Speed et Spider-Man. Vous avez parlé de vent. La confiance est comme le vent. Mais lequel? Mais lequel? Est-ce que c'est le Mistral, la Tramontane? Oh, c'est un vent qui est moins fort, moins puissant. Le Mistral est plus fort. Il est presque dangereux si vous vous retrouvez dehors toute la journée. Non, la confiance est mouvante, mais elle est moins mouvante que le vent, le Mistral. Ah, le Mistral, c'est pas mouvant, hein, c'est tous les hivers. Moi, j'aurais deux questions. La première, elle s'adresse à vous deux, je pense. Monsieur Henri Amazi, vous avez beaucoup cité de références royales, et puis vous avez aussi dit que si je ne me trompe pas, la confiance est un luxe. Et je me demandais, parce que au regard de la littérature, on a Marc qui fait confiance à Tristan et Iseux, Arthur qui fait confiance à Lancelot et Guenièvre. Est-ce que d'après vous, la confiance ne serait pas le luxe des rois? Si on prend les exemples que vous avez cités et que j'ai moi-même cités, on serait tenté de le croire. Mais en réalité, les rois du monde, c'est nous tous. Et non pas seulement ces personnes que j'ai citées et que vous avez citées. Il y a exactement la même question. Eh bien, je dirais juste qu'il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement. Du temps des rois, on était obligé d'avoir une confiance absolue en lui. À l'époque des rois, la religion était quelque chose qu'on ne pouvait nier, ne pouvait réfuter. Or, le roi, tenant d'ailleurs sa puissance, sa divine puissance, ne pourra être mis en cause. Au contraire, ce serait peut-être la même seule personne en qui le peuple pourrait avoir confiance. Par la révolution. Et alors, la deuxième question s'adresse à M. Henri Amazi. Vous nous avez fait l'éloge du doute systématique, en fait. On a presque vu des cartes chez vous. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous vous appelez bien M. Henri Amazi? Je serais tenté d'en douter. Donc, vous faites quand même confiance sur ce point? Je fais confiance à mes parents pour m'avoir appelé comme ça. Pas de questions. Êtes-vous sûr d'être un homme? Vous voulez voir mes arguments? Non, plus sérieusement, si j'ai dit qu'une femme était une femme, je vais répondre en toute honnêteté. C'est qu'on m'a dit déjà... En toute confiance, alors? En toute confiance. Si j'ai dit qu'une femme restait une femme, c'est parce qu'avant de rentrer dans cette salle, on m'a dit que vous, madame la professeure, insistiez bien justement sur le madame et le fait que la femme est l'égale de l'homme. Ou alors, sans être légal, en tout cas différent, mais en tout cas en droit. C'est égal. Donc, c'est sur cette... Excusez-moi, quelle était la réponse? La question, pardon. Avez-vous confiance dans votre identité sexuelle? Ah, complètement, oui, c'était ça. C'est pas pourquoi je suis parti aussi loin. Ne vous inquiétez pas. Vous avez confiance en vous ou en vos parents? Ayant une situation familiale assez délicate, je dirais que j'ai plus confiance en moi. Non, mais vous inquiétez pas, hein, pardon. Non, pas de problème. Avez-vous confiance en Hermione? Au vu de tout ce qu'elle a démontré dans tous les livres, je serais tenté de lui faire confiance.
Néanmoins, ma confiance, comme je l'ai plaidé, ne sera sans doute pas totale. Qu'est-ce que ça évoque pour vous la confiance légitime? La confiance légitime. D'abord, est-ce que la confiance devrait être légitime? Comme durant ma plaidoirie, je ne pense pas que la confiance devrait être légitime. Et comme l'a plaidé mon contradicteur, la confiance se gagne. Donc, la confiance légitime, ce sont des mots. Mais est-ce que ça veut réellement dire ce que ça veut dire? La question se pose. C'est lui le droit. Sans doute. I have a dream. J'ai fait un rêve. Le rêve qu'un jour, ce concours dissocie enfin le juriste de sa préoccupation première, l'argent. Se battre, combattre, débattre sur un autre sujet. La patience sera de rigueur, car ce soir, nous parlerons peu, nous débattrons bien, mais nous nous battrons pour l'argent. Un contradicteur tout à l'heure parlait de surcroît. Un marin anglais, en effet, croisant la route de ce fameux corsaire au XIXe siècle, lui dit: vous, Français, vous vous battez pour de l'argent. Et nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. Ce à quoi le corsaire répondit: chacun se bat pour ce qui lui manque. Le juriste fauché se préoccupe-t-il vraiment du reste? Et nous y sommes enfin. Ce fameux sujet. Pour le reste, y a-t-il Mastercard? Plus spécifiquement, il y a des choses que l'argent ne peut acheter. Pour le reste, il y a Mastercard. A priori, peu importe donc qu'il s'agisse d'une Visa, d'une Amex ou encore une Mastercard. En effet, le postulat de base signifie nécessairement l'assignation entre argent et carte bancaire. Toute la logique repose donc sur le fait que l'argent est au centre des débats. Et il nous faut donc comprendre ceci. Y a-t-il de l'argent pour le reste? Qu'en est-il d'ailleurs du terme reste? Pour le reste, intuitivement, le reste renvoie à ce qui subsiste, au reliquat, au surplus, à l'excédent, au solde complément. Le reste serait donc ce qui demeure après écoulement du principal. S'ensuit une seconde interrogation. Qu'est-ce que le principal? Qu'y a-t-il avant le reste? Qui oppose résistance à la Mastercard? Chacun d'entre vous ici pourrait me répondre. L'amour? Le bonheur? Les amis? La famille? La santé? En d'autres termes, tout ce qui n'est pas monnayable, tout ce qui est relatif au sentiment, à la condition humaine. Cela serait l'enfant qui enlace sa mère, le réconfort d'un ami, le sourire discret d'un amant, une bonne pipe le soir, et je ne parle pas de bucogénitalité, mais bien de tabac. Pour l'essentiel, l'argent n'a pas de valeur. Oscar Wilde disait à cet égard que les gens connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Pour le reste, toutefois, il est une valeur certaine, car quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Et le Code civil de confirmer cette théorie. Article 1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de convention. En d'autres termes,
La loi distingue entre ce qui peut être cédé ou non. Par exemple, les sentiments ne peuvent être cédés. Pourtant, s'il me venait à l'esprit d'écrire mon ressenti dans un livre, je pourrais bien le vendre, grâce à Mastercard. Encore faut-il que celle-ci soit suffisamment provisionnée. Le mois dernier, financièrement dans le désarroi le plus total, je voulus emmener ma charmante compagne dans un grand restaurant. Nous étions encore sincèrement amoureux l'un de l'autre, puisque nous nous étions rencontrés la veille. Et le dîner se déroula à merveille. Vint le garçon avec l'addition. Si j'espérais arriver gratuitement à mes fins ce soir-là, encore me fallait-il payer le reste. Je souris. Le garçon me sourit. Il comprit. Je compris qu'il avait compris. Il comprit que j'avais compris qu'il avait compris. Bref, pour le reste, il y a Mastercard, sous réserve de fonds suffisants. Qu'ils viennent, ceux qui affirmeront que pour le reste il n'y a pas Mastercard. Qu'ils viennent, mais qu'ils n'oublient pas que l'apparat vient de la Mastercard. Qu'ils viennent, mais qu'ils viennent nus. Et s'ils ne le sont pas, qu'ils se dévêtissent. Eh bien donc, puisque vous m'avez appelé, je suis là, par souci de pudeur et pour ne pas déclencher d'émeute chez la gente féminine, je garderai mes vêtements. Je suis heureux de voir que nous sommes ce soir en présence d'adeptes des citations, et si pour ma part, j'utiliserai la bave du crapaud n'atteint pas la blanche aux colombes, il serait plus approprié pour vous décrire d'utiliser ce vieux dicton que dit mon père, « Fils, l'argent est dirigé par le sexe et les femmes. » Ainsi, Père, si aujourd'hui vous perdez un fils en ma personne, vous gagnez un fils spirituel avec mon contradicteur. Ces propos préliminaires étant tenus, il importe de s'intéresser à cette question. Pour le reste, y a-t-il Mastercard? Ce sujet sous-entend alors que pour certaines choses qui ne s'achètent pas, il n'y a pas Mastercard. Certaines choses qui ne s'achètent pas, je reconnais ici volontiers ce prosélytisme insupportable de la fac de droit dont se fait porte-parole mon contradicteur. Qu'est-ce qui ne s'achète pas? J'entends à ma gauche les juristes crier avec leur voix nasillarde. Selon la loi de bioéthique de 1994, le corps humain ne s'achète pas. Messieurs, connaissez-vous le prix de vente d'une testicule sur le marché noir? Il est de 47 854 €. Ne doutez pas de mes sources, je les tiens d'un grand ponte du journalisme qui n'est autre que le magazine Grazia. J'entends à ma droite les gens dire « Mais les belles pensées, elles, ne s'achètent pas. » Ah bon? Mais qu'il est facile de crier sur la bassesse de la nature humaine lorsqu'on appartient à la gauche caviar, à la droite pâté, et que l'on s'ébroue dans des ablutions estivales tous les étés au Cap Ferret. Je vous entends encore dire « l'amour ne s'achète pas ». Ah bon? Quid alors de cette femme cupide? Il en est peu, j'en conviens, messieurs, vous témoignerez, qui font semblant de tomber amoureuses d'un homme. L'homme alors, pauvre petite bête blessée, pense que ce sentiment qu'il croit ressentir est véridique alors que là n'est que fadaise. Maintenant établi que vos bons sentiments ne sont qu'une apparente façade sur laquelle il suffit de poser une étiquette tarifée, il faut se demander, parmi ce qu'il reste, donc ce qui est monnayable, qu'est-ce que nous ne pouvons pas acheter? Mon esprit pervers et ma tendance pensaient pouvoir résoudre cette question assez aisément jusqu'au moment où je tombe face à la question insoluble. Si l'amour d'une femme s'achète, l'amour avec un animal, lui, n'est pas terminé.
J'étais donc bloqué dans mon raisonnement, à deux doigts de renoncer, je dois vous l'avouer. Quand soudain, en cherchant des informations dans une autre source de science inépuisable qu'est Marie-Claire, je tombais sur l'horoscope. Entre Bélier et Balance, il était écrit en ces termes. Pervers, ne doutez plus, en ce moment où tout vous réussit, croyez en vos rêves. C'est véridique. Je pensais donc, j'en étais donc maintenant certain que je trouverais la solution à cette question. Ainsi, si on veut tenter d'approcher une esquisse de réponse, il faut se demander ce que l'on entend par reste. Le reste. Le reste, pour Platon, c'est cette entité à laquelle on a soustrait quelque chose, ce qui demeure. Donc, pour vos esprits matérialistes, le reste, c'est ce qui est le moins important, ce qui est peu noble, car potentiellement monnayable. Encore faut-il, selon certaines hypothèses, que l'on ait des fonds suffisants sur sa carte. Je sais que, personnellement, en l'état actuel de mes finances, à part utiliser ma Mastercard pour essayer d'ouvrir une porte comme les agents secrets, encore faut-il également que le bien soit disponible. Allez dire ça à cette étudiante dans Into the Wild qui, mord au milieu de sa pampa et des caribous canadiens, n'aurait eu que peu d'usage de sa Mastercard pour pallier sa malnutrition. Je vais cependant faire un effort intellectuel. J'ai donc l'objet, j'ai donc la carte. Je cherche à acheter quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? C'est une femme, un bateau, un avion. Mais en réalité, ce que vous prenez pour un achat n'est que le symbolique du concept nietzschéen de volonté de pouvoir. Messieurs, votre carte bleue est la seule chose de 5,5 cm, donc soyez fiers. Votre carte bleue est pour pallier le manquement de vos facultés naturelles. Vous cherchez par là à étendre votre pouvoir sur l'objet, sur la chose, et in fine, sur vous-même. Mais la réponse tient en ce qu'il faut transcender le concept de reste. Si l'artifice, lui, peut être acheté, en réalité, la substance de ce reste, l'ensemble de ce reste, c'est tout autre. Le reste, c'est quoi? Le reste avec un grand R. Le reste, c'est ce que machinalement vous balayez, vous ne vous y intéressez pas parce que vous pensez que vous pouvez l'acheter. C'est le paillot du fond de la classe qui demain sera président de la République. Le reste, c'est l'ensemble des choses qui, telles des pierres qui forment un édifice comme une cathédrale, incarnent cette substantifique moelle, cette indisible, cette ineffable qui sous-tend toute vérité, la vérité de notre société. Prenons l'exemple de l'amour. Nous avons dit que l'amour pouvait être acheté. En revanche, le sentiment amoureux, là c'est complètement différent. Racine disait que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice et sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Imaginez-le maintenant dans un accès matérialiste, que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice et sans que de tout le jour elle puisse voir sa Mastercard. Ça ne fonctionne pas. Absolument pas. Faisons une autre hypothèse. Fermez les yeux, écoutez le son de ma voix. Il est 6h15 du matin, vous êtes en boîte de nuit, au Mistral ou au SCAD, selon votre orientation sexuelle. Votre ami, grand séducteur, vient de quitter les lieux et ne vous a laissé que des restes féminins à vous mettre sous la dent. C'est là que, maladroitement, vous tentez, entre Claude François et Cabrel, l'approche maladroite sur la danse du bébé panda malade, de susurrer à l'oreille de votre compagne, oreille que vous remplissez d'ailleurs par vos postillons alcoolisés. Tu veux voir ma Mastercard? Cri, effroi, tracas, videur. Non. L'amour, ce n'est pas ça. Le sentiment, ce n'est pas ça. En effet, si on essayait de parodier Lavoisier, on pourrait dire que rien ne s'achète, tout se mérite. Car la solution derrière l'argent est là. L'argent, c'est quoi? C'est
le symbole d'un labeur, de la sueur d'un front, du vôtre ou de celui de vos aïeux. Tel est le paradoxe de cette génération des 27. La génération des 27, c'est ces jeunes qui avaient tout pour réussir, qui d'ailleurs ont tout réussi, riches à millions, ils décèdent à 27 ans comme Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Je tiens d'ailleurs, petite parenthèse, à vous mettre en garde, vu votre âge relativement avancé, et bien que vous n'ayez pas le talent de ces personnes, souciez-vous de votre avenir. Mais finalement, si des cartes, Carthage écarte les cuisses, ne s'achètent pas, je vous pose une question à vous, chers amis. Avez-vous jamais vu un prof de droit qui pourtant a tout pour réussir vous sourire? Gardez cette image grisâtre et maintenant, figurez-vous, chez nos voisins du dessous, là-bas, en fac de lettres, un professeur d'anthropologie courant nu dans les buissons à longueur de journée, arborant un sourire des plus radieux. Il a compris que le reste ne s'achetait pas avec une Mastercard. Chers amis, je vous demande aujourd'hui de faire l'effort avec moi. Cher jury, mes amis, messieurs, mesdames, tenons-nous la main, car demain, lorsque nos frères communistes littéraires, mettant en place leur révolution intellectuelle et sociale tant attendue, lorsqu'ils sonneront le glas de notre société capitaliste décadente, lorsqu'ils viendront sonner à notre porte, je peux vous dire que nos poches remplies de Mastercard ne seront qu'un faible rempart face à leur courroux. Et je terminerai mon propos en vous citant les paroles d'un grand homme, un exemple d'ascétisme et de renonciation au matérialisme, bien entendu Johnny Hallyday. On fait bien des grands feux en frottant des cailloux, peut-être qu'avec le temps, à la force d'y croire, on peut bien essayer pour voir. Merci. Grazia, Marie-Claire, un testicule à 47 854. Force est de constater que mon adversaire a bien utilisé sa Mastercard. In tous oreilles. Bien heureux celui qui a souscrit à l'assurance multirisque de sa banque. Car oui, elle existe. Ah, pauvre de vous littéraire. 15 cm. Je comprends votre aversion pour les chiffres. J'étais activement mon contradicteur qui tentait de démontrer que pour le reste, il n'y a pas Mastercard. Tu dépasses les bornes des limites, Maurice. Lorsqu'il vous fait comprendre que sa richesse est intérieure, il veut dire que son argent est dans son coffre. La théorie adverse, achevée d'un air musical, s'est éternisée en son fort intérieur. Il entend. Mais dis-moi, Babou. Tu crois que j'ai comment ton bébé? Non, cela n'est pas faute d'avoir essayé un autre moyen. Le commerçant refusait toute négociation extra-patrimoniale. J'usais à cet égard de tous les attributs de ma personne. Mais mes tentatives furent vaines. Après avoir reçu une plainte pour harcèlement sexuel, je me résignais, sous la contrainte publique, à régler le livre de la jungle par Mastercard. De surcroît, comment a-t-on financé ce film? Qui l'a produit? Comment l'a-t-on fait? J'ai bien peur que les bons sentiments de mon contradicteur n'aient joué aucun rôle. Et puisque ce point intrigue particulièrement, il serait effectivement bon de savoir ce qu'est le reste.
Le Mastercard propose une solution spécifique à chacun d'entre nous, à cet égard. Si vous possédez une carte standard, le reste n'est pas si important. Les détenteurs de Gold ont un reste plus conséquent. Ceux qui bénéficient d'une carte Platinum s'installent, ça reste confortable. Et inutile d'en dire davantage sur l'infime partie de la population qui possède la Gold Elite. Ayant abattu sa carte maîtresse, sa Mastercard, je me suis dit, foutu pour foutu. Le mec qui veut jouer au bon, il est quand même tombé sur un 5e dan. Il va pas demander son reste. Le terme reste, polysémique. Ainsi, être en reste avec quelqu'un signifie lui devoir quelque chose. Lorsque je suis un débiteur, mon créancier, vous suivez toujours? J'ai bien peur. Aussi radical soit-il, préférera la Mastercard à mes beaux yeux, à sa sympathie ou à ma compassion. Considérons là pour le reste dans sa dernière, c'est sûr. Comme un ensemble. Il s'agirait d'un tout, d'une réalité. Et qu'est-ce que la réalité? Il s'agit, selon la définition, de matérialité. De facto, la réalité serait ainsi constituée de biens matériels. Le reste de lui-même est constitué de l'ensemble des biens matériels. Demeure principale et secondaire. Automobile, tableau, livre, chameau, dromadaire, sous-vêtements, chaussures, pipe. Vision matérialiste par excellence, nonobstant le dessin, car il est aisé de remarquer que cela représente la quasi-totalité de ce qui fait la vie, de ce qui nous entoure. Voltaire disait à cet égard, le superflu, chose très nécessaire. Car peu importe le moyen, l'argent permet d'arriver à ses fins. Funeste destin qu'est la mort. Et pourtant, celle-ci se monnaie avec des assassins. Indépendamment des considérations morales, une fois encore, le reste, pour le reste, il y a Mastercard. Si Jean Claudius expliquait gracieusement que sur un moment il s'est passé, je gage qu'il est désormais plus aucun doute sur le fait que, pour le reste, il y a Mastercard. Ce sera d'ailleurs ce soir, je vais conclure. Je vous remercie. Je vais inviter les deux candidats à venir sur la chaire pour les questions du jury. Donc si pour le reste il y a Mastercard, à contrario, qu'est-ce qu'il y a? Si pour le reste il y a Mastercard, à contrario, qu'est-ce qu'il y a? Je dis que s'il y a pour le reste Mastercard, à contrario, qu'est-ce qu'il y a à contrario? À contrario de ce Ouais. il y a justement, s'il a essayé de vous expliquer, c'était que justement, selon lui, certaines choses ne pouvaient pas s'acheter. Et c'est ce que je me suis escrimé à vous expliciter. Par exemple, si on prend l'exemple le plus courant, qui serait l'achat d'une femme, enfin moi personnellement et pour mes amis, pour m'être penché sur la question, j'ai pour habitude de monnayer mes femmes de 2 à 3 chamelles selon qu'elles soient plus ou moins girondes et que ses dents soient plus ou moins saines. Mais après, libre à vous de recourir aux moyens qui vous conviennent le plus. La nation, hormis la Mastercard, est-ce qu'il y a un mode De paiement, différents instruments de paiement que la Mastercard. Bien sûr, et c'est le message que j'aurais voulu vous faire passer. Si nous abolissons la matérialité de l'argent, il faut donc trouver un palliatif. Je vous propose à partir de maintenant de payer en nature.
Moi, j'aimerais poser une question au monsieur qui a défendu qu'il n'y avait pas de Mastercard pour le reste. Que valent vos arguments face à la Mastercard de votre contradicteur? Vous parlez de ses attributs sexuels? Non, non. Indéniablement, le résultat de ce concours. on peut peut-être comparer, il y a beaucoup de monde qui pourront juger également. Oui, je pense que j'ai une plus grande Mastercard que la sienne. Vous avez également dit que la carte était globalement un substitut phallique. Vous venez encore d'en faire preuve dans une analyse très freudienne de la chose. Et j'aimerais savoir, est-ce que du coup, selon vous, les femmes sont vouées à dépenser beaucoup plus que les hommes? Les femmes sont-elles vouées à dépenser beaucoup plus que les choses? Je pense personnellement que le rapport d'égalité, nous parlons toujours de sexe, quitte à rester dans le phallique. Le rapport d'égalité sexuelle doit être total. C'est pour ça que si jamais une des demoiselles vient vers moi en me disant « Fais-moi l'amour, ton prix sera le mien », je lui dirai « D'accord, laisse-moi kiffer mon va-et-vient de tolard et m'endormir moins de 5 minutes plus tard, car finalement, la nudité est la véritable vérité que peu de gens connaissent. » Et enfin, monsieur, votre contradicteur du coup, peut-on payer son abonnement Mastercard avec une Mastercard? Alors, avant toute chose, je tiens quand même à préciser que si mon contradicteur paye en Mastercard, je paye en chèque. Voilà, la comparaison étant faite, je vais pouvoir répondre à cette question. Eh bien, l'œuf et la poule. Comment faire? Puisque, a priori, lorsque nous allons au guichet, on utilise sa Mastercard pour retirer le liquide. Donc, si je veux aller payer ma Mastercard, il me faut un moyen de paiement déjà à l'origine. Soit, supposons que j'aille payer en nature mon banquier. Je ne suis pas sûr d'avoir une carte Gold, clairement. Cependant, nul besoin d'une Mastercard pour acheter une Mastercard, puisque j'ai une Visa. Tout simplement. J'ai une question existentielle. Après tous ces faux nus qui courent dans les vagues, Ève avait-elle perdu sa monnéo pour être obligée de chourer une pomme au paradis? Ça, c'est pour monsieur et pour vous. Mais où la planquait-elle? A priori, puisqu'on parle de monnaie eau, et qu'elle est allée chercher la pomme, à mon avis, elle avait perdu sa monnaie eau. Effectivement, qu'elle la recherche. Et toutefois, avoir une Mastercard, pour le reste, laisse à penser que nous pourrions avoir une seconde carte. Alors imaginons que la pomme soit un instrument de paiement. C'est possible, l'échange, le troc, ça existe. Très bien. Donc, mademoiselle a perdu sa monnaie eau, elle cherche un autre moyen de paiement. Peut-être pour s'attirer les faveurs de mon contradicteur. Payer une pomme pour ses faveurs, mesdames, mesdemoiselles, excusez-moi, mais ça fait pas cher payer. Je tenterai de répondre d'une manière un peu plus historique. À l'origine de toute société, les hommes, pour subvenir à leurs besoins, utilisaient l'échange. Petit à petit, pour répondre à des questions de facilité et de modalité, l'échange s'est dématérialisé sous la forme d'argent, qui elle-même s'est dématérialisée sous la forme de cartes. Donc, Ève avait probablement recours à l'échange. Mais plus encore, au risque de vous paraître peut-être impoli, mais c'est ma perversion naturelle. Comme Lavoisier le disait,
Rien ne se perd, tout se transforme. Toute invention humaine provient nécessairement de quelque chose, ce n'est pas inné. Il n'y a pas, personnellement, selon mon avis, de divinité qui vient insuffler chez nous l'esprit créateur. Je pense donc que la nudité d'Ève, moi qui ai déjà vu une femme nue, à l'inverse de mon contradicteur, je sais à quoi ressemble le corps d'une femme nue, et une fente, en entraînant une autre, non seulement elle a inventé la Mastercard, mais également le distributeur. Et si Adam lui avait dit tout simplement « touche pas au Grisby, salope » que se serait-il passé? Je pense juste que vous êtes en parfaite contradiction avec l'histoire même de l'homme, messieurs. Vous savez très bien que je fais le macho, je fais des blagues graveleuses, mais finalement c'est les femmes qui détiennent le pouvoir. Passer 20h30 ou passer quelques verres d'alcool, ce sont elles les véritables maîtres du monde. Donc la réponse d'Adam me paraît, à mon avis, absolument impossible à conceptualiser, car il ne peut avoir donné cette réponse. C'est toi qui avait les cordons de la bourse. Évidemment. Ah, cher contradicteur, je suis sans voix. Je suis sans voix puisque votre démonstration repose sur un phallus, premièrement. Passiblement le mien, d'ailleurs. Je suis sans voix puisque, pour répondre à cette question, vous supposez que je n'ai jamais vu de femme nue. C'est certainement le cas. J'attends d'ailleurs toujours l'occasion, peut-être qu'à la fin de cette joute. Mais je comprends pourquoi vous êtes ruiné. Je sais, les femmes ont le pouvoir, je l'admets. Mais convaincre une femme, Mastercard, Gold, Visa, et c'est parti. Alors peut-être qu'Adam aurait pu lui répondre, avec ce terme délicat qui est salope à la fin. Quoi qu'il en soit, je me laisse à penser qu'il aurait négocié fort autrement. Puisque les tontons flingueurs, c'est pas votre répertoire à tous les deux, je vais vous dire merci pour ce moment. Et je vais vous demander la nature de la carte de Valérie. Est-ce qu'elle a une visa, une platine, ou on est bien au-delà de ça? Ça dépend de quelle carte on parle à ce moment-là. Parce que après la publication de son livre, je suis sûr que là, elle est en World Elite. Là, c'est sûr, clairement. Monsieur, question, franchement, vous avez une Mastercard? Oui, tout à fait. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Nous allons donc maintenant passer à la troisième joute sur le sujet « Le Big Mac est-il un grand proxénète ?» Défendra le pour Monsieur Christophe Le Serre et défendra le contre Madame Manon François. Monsieur Le Serre, vous avez 10 minutes. Peuple de Démosthène, le sujet du proxénétisme qu'il nous est donné de traiter ce soir est quelque chose de grave, de très grave. J'espère que vous n'avez rien prévu, ou alors je vous conseille de le décommander de suite, car la soirée, la nuit, nous allons la passer ensemble, tous ensemble.
Alors oui, je sais, je viens de vous parler de proxénétisme, alors vous êtes là en train de regarder qui est à votre gauche ou à votre droite pour être votre partenaire, mais ce ne sera pas une orgie ou un gangbang. Non, non. Ou alors je ne suis pas au courant, on verra après. Non, non. Ce que je vous propose est beaucoup plus triste. Cette nuit, nous allons tous la passer derrière les barreaux. Oui, car nous sommes complices d'un crime immonde. Nous sommes complices de proxénétisme. Alors vous me direz, mais non, si j'avais su, je l'aurais dénoncé. Ne me faites pas ça. Oui, mais voilà, le temps de l'ignorance est terminé. Alors le monde entier, à travers les 2 caméras qui sont là, ainsi que vous, désormais, vous saurez. Et la police saura que vous savez. Comme tout bon sujet de droit, commençons par la qualification juridique. Qu'est-ce qu'un proxénète? Un proxénète, proxéneta, proxénetae pour les âmes latines que je vois en nombre dans la salle, est avant tout un entremetteur entre 2 personnes dans une affaire commerciale. On le substitue souvent, en langage courant, par le terme de Mac. Qui retrouve-t-on au panthéon des Macs de l'histoire? Le premier, tout d'abord, Adam. Celui qui s'immisça dans la relation entre la pomme de la connaissance et l'humanité. Et pour faire un peu plus universel, pour faire un peu plus américain, il a décidé de s'appeler le Macadam. Le second, celui qui n'a pas hésité pour cacher le fait qu'il s'immisce dans la relation entre les pommes de terre et l'humanité, se lança dans la politique américaine, le McCain. Le troisième, celui qui sut rester très discret, le Maquis. Alors lui, il s'immisça... Non, pardon, je ne peux pas vous dire. Je suis pas sur le balance, quand même. Ensuite, celui qui, par manque d'originalité, reprit l'image de la pomme. La pomme qu'il fit croquer à l'humanité pour la maquer avec la puissance de l'informatique, le MacBook. Et enfin, le dernier, le plus puissant de nos jours, le McDonald's. Celui qui a réussi à s'entremettre entre l'humanité et le gras. Oui, le McDonald's. Mais sur un marché aussi juteux que le gras, il sut très bien qu'il ne pouvait pas être seul. Non, non, il a une armée de sous-Mac. Le McNuggets, le McFlurry, le McFish. Oui, tous ayant pour mission de réconcilier l'humanité avec le gras. Et ma foi, quand on regarde le peuple américain, cela marche plutôt assez bien, puisqu'il joue facilement à Super Size Me. Mais pour le McDonald's, il y a un petit préféré. Le petit préféré du Don Corleone et du gras. Je parle bien sûr du Big Mac. Le Big Mac, celui qui a fait la fortune du McDonald's. Savez-vous combien de relations entre l'humanité et le gras il arrive à faire par seconde? 29. 29 relations faites entre le gras et l'humanité par seconde dans le monde. Voyez donc les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Mais, pour vous donner une idée, cela fait à peu près, depuis le début de mon discours, 9000 relations qui se sont créées entre cette humanité et ce gras. Parlons argent, pour vous donner une idée, le Big Mac, en vidant vos bourses de seulement 3,90 €, parvint à remplir celle du McDonald's de 11,9 millions d'euros, soit 50% des bourses bien pleines de ce véritable parrain qui devient vraiment un Mac à rond. Non, je pense qu'à la vue de ce chiffre, on ne peut absolument pas nier que le Big Mac est réellement un grand proxénète, même le plus grand que le McDonald's a jamais connu. Je souhaite donc bien du courage à ma contradictrice, car le Big Mac, en plus, il est vraiment susceptible et il n'aime pas qu'on lui manque de respect. À bon entendeur. Merci. Madame, messieurs les membres du jury, en voyant la thèse qu'il m'était demandé de défendre, j'eus d'abord faim.
bonne grosse dame. Reprenant ensuite mes esprits, je me suis dit que l'organisation de ce concours, doué d'une grande intelligence et de beaucoup d'esprit, avait probablement essayé de faire passer l'idée que même en droit, on pouvait être bilingue. Là encore, je dû reprendre mes esprits. C'est là que j'ai compris. Un sandwich ne peut pas être un proxénète. C'est une évidence. Il me fallut donc trouver qui était Big Mac. J'ai donc demandé à mon ami, Google. J'ai alors découvert qu'existait l'officier Big Mac, fils de Jim Delegati, né en 1967. Cet officier est chef de la police. Tout en uniforme, il a une tête de Big Mac. Il s'agissait alors pour moi de savoir si Big Mac était un proxénète. Prenons la méthode la plus simple, mais encore la plus efficace, le coup de fil à un ami. J'ai appelé Petit Robert. Petit Robert m'a alors dit qu'un proxénète était une personne liée au proxénétisme. Le proxénétisme étant un délit constituant à profiter, tirer profit de la prostitution d'une personne. Donc Big Mac profiterait de la prostitution d'une personne. Étonnant. Je lui ai donc demandé de m'expliquer ce qu'était la prostitution. Il m'a dit que c'était un acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé de personnes, moyennant rémunération. Sur le nombre indéterminé de personnes, pas de doute. Les portes sont ouvertes jusqu'au tard le soir et n'importe qui peut y pénétrer. Concernant la rémunération, de même, on a des caisses, il est même impossible de consommer avant de payer. Quant au rapport sexuel, mon prude cerveau savait qu'il ne s'agissait de rien d'autre que de prendre du plaisir à croquer dans de la chair fraîche. À partir de là, je commençais à croire que le Big Mac était vraiment un proxénète. Un peu déçue, je dois le dire, je me suis mise devant la télé. En zappant, je suis tombée sur une pub qui m'a quelque peu choquée. On voyait un logo, le logo du Mac, un M, mais évidemment il ne pouvait pas faire comme tout le monde, pas un M normal, un M en forme de postérieur à l'envers, qui nous disait « Venez comme vous êtes ». J'étais choquée. Choquée par cette incitation, j'ai décidé d'aller voir sur place. Et là, ce que j'ai vu m'a réellement enlevé le doute. Big Mac était bien un proxénète. En effet, vous voyez les clients qui arrivent devant, qui regardent cet édifice comme si c'était une enceinte interdite, pourtant très attirante, dans laquelle ils pénétraient avec culpabilité. Ils savent tous que c'est mal, qu'ils le regretteront, mais ils y vont quand même. Petit coup d'œil à l'extérieur, et là, ma conviction est emportée. Depuis la pénalisation des clients, on y voit des clients cachés dans leur voiture qui arrivent, ralentissent, s'arrêtent, baissent leur vitre, regardent, choisissent, et repartent aussitôt avec leur commande, vite fait, bien fait. Veni vidi vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai grossi. Et pour les plus impatients d'entre eux, un parking était même mis à leur disposition. Aucun doute, Big Mac est un proxénète. Proxénète qui a même investi tous nos coins de rue, sauf la Corse. En découvrant cela, je venais de perdre une bataille, mais pas la guerre. Le plus dur, ce n'est pas de prouver un meurtre, mais de prouver l'état de nécessité. Ce n'est pas de prouver un acte de pédophilie, mais de prouver la légitime défense. Eh bien ici, c'est pareil. Il n'est pas compliqué de prouver que Big Mac est un proxénète. Il vous sera pourtant plus compliqué, cher contradicteur, de prouver qu'il est grand. Proxénétisme, prostitution et Big Mac. Le Mac le plus connu de France. Qui est vraiment Big Mac? Comment a-t-il investi nos rues?
Est-il le plus grand proxénète? J'ai mené l'enquête. Je me suis donc infiltrée dans un réseau de proxénétisme. En caméra cachée, j'aime bien quand c'est filmé. J'ai toujours voulu être avocate pénaliste. J'ai donc très vite su qu'il fallait que je me construise un réseau et une clientèle. J'ai donc décidé d'infiltrer les anciennes copines filles de joie que j'ai retrouvées et qui m'ont aidé comme ça à reprendre du service. Et c'est ainsi que le MAC booka un rendez-vous pour le lendemain. J'avais le profil parfait. 100% française, cultivée dans les champs, un peu vache, avec une épaule, des plats de côte et un collier. Tout était parfait. Embauchée par les Mac, immergée dans le milieu, j'avais ma réponse. Big Mac n'est pas un grand proxénète. Déjà pour une raison évidente. Big Mac est connu de tous, même des enfants. Or, un grand proxénète est toujours caché. Il ne peut pas être connu du grand public. Ensuite, on ne peut pas dire qu'il le soit par sa taille. On sait tous quelle tête il a, du moins quand on le voit dans les pubs. Plutôt beau, charnu, musclé, gonflé et dur. Mais quand je me suis retrouvée devant lui, c'était plutôt Big Mama après une liposuction avec la peau qui tombe, mou et plat. Non, Big Mac n'est pas grand par sa taille. Il ne l'est pas non plus par sa qualité. Plusieurs choses me permettent de l'avancer. Déjà, il est tombé sous le coup de différentes condamnations. La première, tromperie sur la marchandise. Ensuite, il a été condamné de nombreuses fois au prud'homme. Un proxénète qui ne respecte pas ses filles n'est pas un grand proxénète. En plus de maltraiter, il sous-traite. Il fait appel à McCain pour sauter ses pommes. Enfin, il a été condamné pour avoir tenté d'attirer des enfants au Brésil. Le Brésil a condamné le Big Mac car dans ses pubs, il vendait des jouets dans les Happy Meal Avatar. Là, ça devient sale. Alimenter le réseau de pédophilie de Ronald, il n'y a rien de grand là-dedans, c'est même plutôt révoltant. En plus de ça, on sait tous qu'un macro a plutôt tendance à traîner avec des tons. Ce n'est donc définitivement pas la qualité qui fait sa grandeur. C'est d'ailleurs son grand point faible, face à Max Pangero qui lui n'a recours qu'à des étalons. Ensuite, quand on voit les tarifs pratiqués, on se doute que la qualité des biens et services proposés n'est pas exceptionnelle. La stratégie même marketing n'est pas bonne. On ne peut pas vendre un Royal de luxe au même prix qu'un wrap. Ça n'a pas de sens. La stratégie commerciale employée par Big Mac ne fait pas de lui un grand homme d'affaires, alors que c'est pourtant le propre du proxénète. Pour compenser, il a décidé de soumettre ses employés au temps. Constamment chronométré et surveillé, il faut que la sauce soit servie en un temps record. Pourtant, un grand proxénète sait que les plus courtes sont loin d'être les meilleures. Un grand proxénète, ce peut aussi être un grand homme. À ce niveau-là, on a touché le fond. Les proxénètes sont des professionnels au profil malhonnête, provocateurs, réputés pour leur manque de probité et de propreté, qui font naître des projets X afin de les proposer aux honnêtes gens. Faisant leur promotion, ou plutôt leur propagande en proposant leur programme sur de nombreux supports de communication, Internet, prospectus, leur production est pourtant prohibée et est susceptible de leur valoir un procès qui les stoppera net, eux et leurs protégés. J'espère donc que le procureur et ses protocoles nettoieront les vies de ces protagonistes à la prostate problématique. Une dernière vérification me restait à faire. Demander à la concurrence. J'ai donc demandé à Siri. Vous savez, c'est ce petit personnage que vous avez dans votre téléphone à qui vous pouvez poser n'importe quelle question. Je lui ai donc dit « Siri ?» Il m'a répondu « Siri, à votre service. » Je lui ai demandé « Big Mac est-il un grand proxénète ?» Et il m'a répondu « C'est véridique, vous pourrez vérifier. » Apple devrait pouvoir répondre à cette question
et bien plus encore. Je venais de me rendre compte que le plus grand proxénète n'était évidemment pas Big Mac, mais bien Macintosh. Ma chère contradictrice, je suis tout d'abord heureux. Heureux, car vous avez contribué au bon chiffre du Big Mac. Vous l'avez mangé. Félicitations. Grand, vous êtes parti sur le fait que la grandeur, la taille était liée à la qualité. Ma foi, nous sommes heureux de connaître vos préférences, même si cela ne nous regardait pas. Ensuite, vous nous avez parlé de la stratégie commerciale. Je suis désolé de vous le dire, mais dans la pyramide, le McDonald's est au-dessus du Big Mac. C'est donc à lui qu'il faudra en référer, et je lui en glisserai un mot, ne vous inquiétez pas. Mais à part ça, vous m'avez dit que le Big Mac n'était pas grand. Or, par ses chiffres, sa carrière, le Big Mac est grand. Il est grand, oui, ce grand proxénète. Pour les franco-français, qui sont attachés comme des morpions à la langue de Molière et à l'édit de Villers-Cotterêts. Oui, il est en pleine ascension, 12% de progression. Vous vous rendez compte? C'est un réel record. D'ailleurs, dans son délire mégalomaniaque, il s'est même payé le luxe de s'acheter un indice économique. Un indice pour savoir si le cours des monnaies fixé par les cours officiels est en phase avec la réalité économique. Dès lors, en associant obligatoirement le gras et l'humanité avec le cours des monnaies, il s'est rendu indispensable. Et cela lui a permis en plus d'afficher ses tarifs à tout le monde, ce qui était bien pratique. Ce Big Mac, d'ailleurs, il fait tout pour que ses chiffres soient les meilleurs possibles. Il n'hésite pas à donner de sa personne. Il n'hésite pas à faire le sacrifice ultime et à se faire croquer le bout de son steak pour vous réconcilier avec le gras. Et là, quelle fusion! Ce gras qui vous coule dans les veines, c'est magnifique, la mission est réussie, et vous en redemandez « Oh oui, encore! Encore !» Quelle émotion! Maintenant, j'avais peur de choquer vos oreilles prudes, mais bon, puisque vous en parlez, parlons du fait de venir comme on est. C'est ce qu'il me disait. Tout le monde peut me bouffer le steak. Oui, venez comme vous êtes. Il suit la politique du McDonald's. Que vous soyez grand, maigre, gros, petit, saint d'esprit ou pervers, vous pouvez venir tant que vous communiez avec son grain. Alors, ces pervers, oui, ceux qui pensaient que les proxénètes étaient uniquement liés aux fruits défendus. Tiens, regardez l'habileté. Le fruit, son pire ennemi, qu'il a réussi à poser comme un interdit. Donc, pour ces pervers, le Big Mac a en réalité une proposition qui est assez alléchante. 2 bons gros steaks glissés entre 2 miches de pain, du fromage tellement chaud qu'il en fond de plaisir, des extraits d'un long concombre qui a grandi avec tant d'amour, de la tomate et de la salade fraîche pour donner ce petit coup de fouet qui manquait à certains. Et le tout se finissant par un bon jet de sauce. Oh oui, quelle véritable proposition alléchante. Oui, mais voilà le double effet qui se coule qui arrive, car en réalité, ce qu'on découvre quand on ouvre la boîte est tout autre. Et là, eux, comme vous, moi, comme vous, on découvre qu'on s'est vraiment fait niquer. Et oui, donc en résumé, les gens payent pour se faire niquer. Donc dans les deux sens, le Big Mac est vraiment un grand proxénète. Il a réussi à vous réconcilier avec le gras, mais grâce à lui, on se fait tous niquer. Alors, cher peuple de Démosthène, devant cette démonstration, vous devez être conscient de ce que vous avez fait. Vous avez permis à un proxénète d'échapper à la justice. Nous devons assumer cela. Et j'ai pris les devants. La police nous attend dehors dans le patio. Et chose promise, chose due.
Cette nuit, nous la passerons bien ensemble, mais derrière les barreaux. Merci. Une question pour mademoiselle qui a défendu ardemment le Big Mac. Vous avez dans Big Mac, il y a deux mots, Mac et Big. Est-ce que le Mac n'est pas répréhensible aussi? Mac, pour, vous dites à la fin Macintosh, mais pris le singulier, c'est pas répréhensible aussi, un Mac? Est-ce que ça vous parle? Bien sûr que si, c'est répréhensible. C'est même prohibé par la loi, par le code pénal, que vous connaissez si bien, visiblement. Donc, évidemment que si. Pour autant, on les laisse vivre en toute impunité. Heureusement que monsieur est là et que la police nous attend dehors. Alors, vous avez allégué que vous étiez une spécialiste du droit pénal, et vous évoquez à la fin Macintosh. Est-ce qu'il y a que le droit pénal qui régit le Big Mac qui est proxénète, ou il y a d'autres règles en droit pénal qui règlent les affaires pénales, le droit des affaires? Est-ce que le droit des affaires règle le proxénétisme? Je ne pense pas, ça dépend si on considère droit des affaires au sens droit tel qu'on l'enseigne, ou si on entend au sens de règles qui se sont instaurées d'elles-mêmes, comme on pourrait le faire dans des mafias notamment, où des règles s'imposent d'elles-mêmes, mais en aucun cas la loi ne vient les régir. Donc on va finir derrière les barreaux? Malheureusement. Que va dire le proc? C'est net? Ma foi. Le proc, évidemment, s'il suit mon raisonnement, dira c'est net. Et se mettra lui-même derrière les barreaux, car je suis sûr que lui aussi, il l'a caché, ce proxénète. Maintenant, ce qui est net, c'est que l'humanité va avoir du mal à tourner, car nous sommes tous coupables de ce crime. Donc peut-être que le monde redémarrera derrière les barreaux. Qu'en pensez-vous, madame? Je pense que monsieur est très égoïste, vu la surpopulation des prisons qu'on a aujourd'hui. D'avoir appelé la police, je trouve ça d'une honte. Il vient mettre notre France en danger, et notamment toutes nos institutions judiciaires, car il n'y a absolument aucune chance pour que nous puissions tous rentrer au sein de prisons françaises. Donc il n'y aura pas de sésame? C'est Quick ou c'est Mac? Non, il n'y aura pas de sésame, malheureusement, à moins qu'il veuille faire un exemple avec monsieur mon contradicteur, ça ne poserait absolument aucun problème. Pour autant, je pense qu'il lui sera tout de même difficile de prouver, malgré tout, que nous sommes tous complices. Quand on connaît les tarifs pratiqués par McDonald's, il y a de grandes chances pour que de très nombreux d'entre eux payent en espèces. J'ai un peu du mal à voir une fille sortir une machine à carte bleue. Donc votre contradictrice considère que c'est Mac-Cake ou Mac-Zéro. Vous pensez quoi, vous, macaque? Tiens, ce serait pas mal ça pour le McDonald's. Je vais lui proposer, ça ira dans son esprit. Mac 0, non, pourquoi? Nous devons payer pour ce que nous avons fait. Donc, si les prisons ne sont pas assez grandes, inversons peut-être la chose, pourquoi le monde ne serait pas notre prison? Oui, alors moi j'aimerais vous demander, monsieur, est-ce que c'est pas la destination normale d'un Mac que de vivre derrière les barreaux? Ah, mais vous savez, malheureusement, le Mac est très souvent fermé dans sa petite boîte. Donc en réalité, le Mac doit finir derrière les barreaux, mais puisque nous le cachons, nous aussi, nous devons finir derrière les barreaux. C'est la logique de la complicité. Je pensais à d'autres types de barreaux, mais bon, peu importe. J'ai une question pour vous deux, pour le coup. KFC vend désormais des hamburgers sans pain, parce que c'est vrai que le pain c'est un peu ennuyeux, donc il l'a remplacé par des filets de poulet panés.
est-ce que vous pourriez les conseiller sur la façon de servir la choucroute? Je leur conseillerais de servir la choucroute avec 2 fois plus de saucisses. Et on reste dans le monde du proxénétisme. Donc, pourquoi pas, si ça leur plaît de servir entre 2 tranches de poulet, pourquoi pas servir entre 2 tranches de lard, et ils resteraient dans le même registre. Au Fournier. Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible. Vous n'avez rien compris? Moi non plus. Voici le sentiment que j'ai ressenti à la première lecture du sujet, qui est une citation bien connue du sketch des Inconnus sur les sectes. Cependant, 2 choses me sont venues à l'esprit. La première, c'est qu'il est assez drôle et curieux de prêter à Engels une position tendant à défendre Marx. J'éviterai néanmoins de tomber dans la facilité. La deuxième, c'est que même s'il s'agit d'une satire, je suis là devant vous aujourd'hui pour vous démontrer que mon sujet n'est pas dénué de sens. En effet, certains objets du quotidien dont vous êtes les détenteurs vous ont forcément un jour ou l'autre causé certains soucis. Je dois alors vous faire part du témoignage d'un ami. Il m'a expliqué avoir acquis un appartement à Courchevel pour les incultes, et que celui-ci lui posait plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il se sent obligé de rentabiliser son achat et donc qu'il ne va plus dans les autres stations. Le deuxième, c'est qu'il est très attristé car il ne se sent plus bienvenu dans les stations bon marché ou populaires. En définitive, son achat l'a retenu dans sa liberté de choix et dans sa liberté de mouvement. Figurez-vous qu'il rencontre le même problème avec sa Rolex, imaginez son désespoir. En face de moi, je vois une majorité d'étudiants. À ce titre, nous avons tous vécu certaines expériences. Nous avons notamment tous déjà acheté des meubles chez Ikea. Qui peut ici se vanter d'avoir compris, dès la première lecture, un manuel de montage de ces meubles? Un meuble anodin nous retiendra alors plusieurs heures. Les soucis liés à la détention sont une réalité croissante. Je m'explique. Plus vous détenez de biens, plus vous aurez de soucis. J'en parlais encore la semaine dernière avec Gérard Depardieu, qui m'expliquait que l'ISF lui retenait une somme colossale tous les ans. Liliane Bettencourt était tout à fait d'accord et elle me disait que ça peut même entraîner beaucoup plus de problèmes que cela. La détention d'un bien entraîne donc nécessairement la destruction d'autres biens. Outre les problèmes liés à la liberté de choix, ou bien encore à la perte de temps, certains biens sont en eux-mêmes source de soucis. J'en prends pour preuve l'anneau que porte Frodon Sake, héros du Seigneur des Anneaux, car il est à lui seul une source de soucis. En effet, c'est à cause de cet anneau qu'il s'est attiré les foudres du Seigneur des Ténèbres, Sauron. Plus Frodon porte cet anneau, plus celui-ci lui semble lourd, lui semble pesant, et lui entraîne des idées négatives. Cette métaphore est toute justifiée, la détention de ce bien le détruit peu à peu. Les exemples, il en existe des milliers. J'aurais pu notamment vous parler de la bague de mariage, qui, à elle seule, entraîne beaucoup de soucis, et qui vous retient d'aller voir ailleurs. J'aurais pu parler également des doudous de vos enfants, qui, dès lors qu'ils sont perdus, entraînent désespoir et désolation. Vous l'aurez compris, la détention de certains biens
est un souci au quotidien. Alphonse Karr disait « La propriété est un piège, ce que nous croyons posséder nous possède ». Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les membres du jury, tenter de résumer la pensée de mon contradicteur m'est impossible. Tout comme l'est, il est vrai, la compréhension du montage d'un meuble Ikea. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, les membres du jury, je tâcherai de vous raconter la véritable histoire de Skippy, dont le prénom est en fait Nicolas. Tout débute en septembre 1963, où Nicolas S., à peine âgé de 8 ans, est plein d'ambition. Il le sait, à la fin de l'année, ce sera lui le roi du préau. Cela passera par une organisation malicieuse d'un trafic de billes et d'un échange de pain au chocolat avec son ami Jean-François C., qui est d'ailleurs à l'origine de son nouveau sobriquet, Skippy. 1983. Nicolas S. a de l'ambition. 2 ans à peine après l'obtention du CAPA, il retourne déjà sa veste et laisse sa robe d'avocat au placard. Il le sait, il le sent au fond de lui. Il sera un politique, mais pas n'importe quel politique. Il veut devenir le plus jeune maire de France. En face de lui, la concurrence pour la mairie de Neuilly est rude. Charles Pasqua, l'honnête homme, est bien décidé à mettre des bâtons dans les roues de Nicolas S. Nicolas S., désemparé, esseulé, effrayé même par l'idée de devoir dire adieu à son rêve, se tourna alors vers sa marraine, qui vous est apparemment si familière. La douce, la délicieuse, Liliane B. Liliane, ma bonne Liliane, je t'en prie, fais de moi le maire de Neuilly. Et elle le fit. 2007, le petit Nicolas S. a bien grandi. De maire de Neuilly, il est passé député. D'élu, il est passé ministre, plusieurs fois même. Mais tous ces postes, toutes ces responsabilités ne suffisent plus. Nicolas S. a maintenant un seul objectif en tête. Devenir le 6e président de la 5e République. Alors certes, il a le soutien de son parti, mais Nicolas S. doute. Pourquoi tant de personnes? Pourquoi 12 candidats pour l'élection présidentielle? Chagriné, angoissé, tourmenté, Nicolas S. sait vers qui se tourner. Liliane B. Encore une fois. Liliane, ma bonne Liliane, s'il te plaît, fais de moi le président des Français. Et hop, d'un coup de baguette afrique, elle le fit. 2012, cette fois le gentil Nicolas S. est aux prises au méchant François H. Il en est sûr, lui, le président le plus actif des Français. Il ne peut perdre contre ce capitaine de pédalo, ce flambi du Parti Socialiste. Non, mais il s'inquiète des sondages et des médias qui le prennent pour un méchant. Alors, une nouvelle fois, il appelle Liliane B, tout en sachant qu'il le valait bien. Liliane, ma bonne Liliane, s'il te plaît, fais de moi un président pour une seconde fois. Mais cela n'arriva pas, car la bonne fée Liliane, entre-temps, fut déclarée incapable et placée sous la tutelle de sa fille. La question, mesdames et messieurs les membres du jury, est celle-ci. Vers qui donc Nicolas S. se tournera-t-il pour clamer haut et fort en 2017 « Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient, et Skippy est là pour t'ôter tous tes soucis. » Peut-on réellement affirmer, comme Nicolas S., que tout bien que l'on détient est un souci qui nous retient? Non, assurément non. Et je vais tâcher de vous le démontrer par deux manières. Dans un premier temps, je vais vous prouver que se détacher d'un bien ne suffit pas à résoudre tous nos soucis. Dans un second temps, je vous démontrerai
que l'accumulation des biens n'augmente pas notre souci. Se détacher d'un bien suffit-il à résoudre tous nos soucis? Vous l'avez évoqué, cher contradicteur, le sujet qui nous a été proposé est une référence explicite au culte de Vishnu, rendu connu par des inconnus. La réponse à la question se fera donc dans un cadre purement sectaire. Le premier exemple est la secte des Chevaliers de la Croix-Blanche. Le souci de cette secte était de se débarrasser de toute considération matérielle, donc de tout bien. Su aux médias, su à la télévision, su à la radio, su aux bandes dessinées, telle était leur devise. Comment allaient-ils se débarrasser de leurs soucis? Tout simplement par un rite hebdomadaire consistant à brûler des billets de banque enfouis dans une corbeille. Mesdames et messieurs les membres du jury, cela a-t-il suffi? Cela a-t-il suffi à effacer leurs soucis? Non. Car les valeureux membres de la secte des Chevaliers de la Croix-Blanche étaient rentrés dans un cercle vicieux. À mesure et au fur et à mesure qu'ils se délaissaient d'une partie de leurs biens, le dégoût pour la matérialité se renforçait. Et ils comprirent que leur souci ne résidait pas dans l'argent ni même dans les biens, mais leur souci était ancré en eux. Leur souci, c'était tout simplement la perte de la tranquillité de leur esprit. Alors, si le souci est le propre de l'homme, faut-il que l'homme se débarrasse d'une partie de lui-même pour se débarrasser du souci? Cela a été l'objectif d'une autre secte non moins connue, qui est la secte des adorateurs de l'oignon. Le souci de ces membres, de ces 4000 adeptes de cette secte des années 30, était tout simplement d'échapper à la mort. Ils n'ont, à vrai dire, rien trouvé de mieux que de renoncer à la reproduction physique, en somme, d'avoir recours à la castration. Alors ils l'ont fait. Ils ont renoncé au plus précieux du bien des hommes. Ont-ils pour autant renoncé aux soucis? Non. Car malheureusement, le bien auquel ils ont décidé de vouer un culte, l'oignon, se doit d'avoir sa queue coupée chaque fois par an pour qu'ils survivent. Imaginez donc leur désarroi quand ils comprirent que pareille entreprise était impossible. Que leur restait-il? Fallait-il qu'ils se coupent la tête? Fallait-il qu'ils se détachent de l'organe dans lequel était né leur souci? Non, car vous le savez comme mieux que moi, un eunuque décapité, ça n'a ni queue, ni tête. Quittons maintenant, si vous le voulez bien, le terrain des bizarreries sectaires pour répondre à la deuxième question. Est-ce que l'accumulation des biens augmente notre souci? Pour les milliardaires, la réponse est assurément non. Que ce soit ceux qui ont une Rolex ou ceux qui ont un appartement à Courches ou Courchevel pour les incultes. Liliane B, à la tête et aux cheveux de la 4e fortune de France, n'a d'ailleurs plus aucun souci, si ce n'est celui de sa fille, Françoise B, mais qui, à ma connaissance, n'est pas un bien. Est-ce que l'accumulation des biens augmente notre souci? Vous avez parlé de Marx et vous avez bien raison. Il faudrait en effet, en tout cas c'est mon avis, être communiste ou altermondialiste pour défendre mordicus que l'accumulation des biens augmente notre souci. Madame et messieurs les membres du jury, allons-nous sérieusement accorder du crédit à ces adorateurs du capital, je parle du livre bien évidemment, dont les derniers membres s'émoustillent vainement en Corée du Nord? Allons-nous accorder du crédit à ces adorateurs de la nature qui se prétendent zadistes et qui n'ont rien trouvé de mieux que de passer leurs vacances dans la boue et la poussière, convaincus que leur frêle corps, engraissé de graines et autres légumes bio, aura raison des pelleteuses et des bulldozers? Non, il faut être sérieux. Nous ne sommes pas en fac de lettres. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Peut-être alors cette association qui a été faite entre accumulation des biens et augmentation du souci réside en fait dans une construction collective, inconsciente, qui était en fait le résultat d'une action conjointe de nos hommes politiques. En effet, ce sont nos hommes politiques
qui par leur tentative vouée à l'échec de vouloir cacher leur accumulation des biens, qui a contribué à forger ce lien. Mais au fond, qu'est-ce qui a manqué à Jérôme C? Qu'est-ce qui a manqué à Jean-François C? Ce n'est pas le soutien des laboratoires pharmaceutiques, ce n'est pas le soutien de la Société Lumalion. Non, ce qui leur a manqué, c'est le manque de transparence. Car oui, c'est effectivement le manque de transparence qui est le seul lien possible entre accumulation des biens et augmentation du souci. C'est donc en toute transparence que je me tourne maintenant vers mon contradicteur pour lui poser cette question. Soutenir l'affirmation que tout bien que l'on détient est un souci qui nous retient, n'est-ce pas là faire au fond l'apologie de l'abus de la faiblesse ou de l'abus de faiblesse? Je suis persuadé qu'en bon pénaliste que vous êtes, vous saurez répondre à cette question. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Mon cher contradicteur, je vous ai compris. Vous nous parlez beaucoup de ce cher Nicolas S. À mon sens, la situation de Nicolas S n'est pas vraiment enviable, à moins d'avoir un goût très prononcé pour les procédures judiciaires. Je dois dire également que, dans votre argumentation, vous ne démontrez pas que tout bien n'entraîne pas de soucis, mais uniquement que s'en débarrasser n'arrange pas les choses. Par là, vous reconnaissez bien que les biens entraînent des soucis. Ainsi, mon but maintenant est de démontrer que tout bien, et non pas leur accumulation, peut entraîner des soucis qui nous retiennent. Concernant votre question sur l'abus de faiblesse, je pense que si aucun bien n'existait, cette infraction ne pourrait non plus exister. Afin de bien comprendre le problème lié à la détention d'un bien, il faut différencier la détention avec la jouissance. Posséder n'est rien, c'est jouir qui fait tout, disait Stendhal. En effet, il est possible de jouir de l'usage d'un bien sans pour autant en être le détenteur. Ceci montre bien que c'est la détention d'un bien qui entraîne un souci et non pas sa jouissance. Cependant, qu'est-ce qu'un souci qui nous retient? Il faut le comprendre comme étant une restriction à nos libertés, comme une entrave à notre bonheur. En effet, la détention d'un objet, n'importe lequel, et non pas son accumulation, entraîne nécessairement une restriction à notre liberté. Détenir des biens, c'est tout d'abord en vouloir toujours plus. Le besoin crée le besoin. La marque Apple l'a bien compris, car une personne qui achètera un produit de cette marque en voudra encore un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, etc. Je suis sûr que tout le monde ici sait de quoi je parle. En ce sens, la détention nous rend éternellement insatisfaits. La détention d'un bien vient également à réduire notre liberté, en ce qu'il peut être le facteur déclenchant de certaines pathologies. La personne qui possède peu de biens enviera et jalousera la personne qui en a beaucoup. La personne qui en possède modérément en voudra toujours plus. J'en prends pour preuve toutes ces étudiantes qui ne se rassasient jamais d'une nouvelle paire de chaussures ou d'un nouveau sac à main. Enfin, la personne qui en possède énormément développera quant à elle une sorte de paranoïa en ce qu'elle aura peur de se faire dessaisir de ses biens. Il suffit de regarder le code pénal ainsi que la longue liste des infractions contre les biens pour voir à quoi s'expose un détenteur. En ce sens, les détenteurs surprotégeront leurs biens plutôt que d'en jouir. La détention devient une fin en soi. Son objet n'est plus l'unique jouissance.
L'on peut alors prendre l'exemple d'Harpagon, plus connu sous le nom de l'avare de Molière, qui détient tout et qui se contente de cette possession et faisant de la protection de ses biens une priorité. Il faut alors conclure que la détention est nécessairement un souci qui nous retient, en ce qu'elle restreint notre liberté et notre accès au bonheur. Nous détacher de nos biens pourrait nous rendre notre liberté, à l'image de ces hordes de hippies malodorants qui se détachent de tout pour se contenter d'un rien. Je comprendrais alors tout à fait que la folle idée d'abandonner tous vos biens puisse traverser votre esprit à ce moment même. Sachez, mesdames et messieurs, que vous pouvez me les confier. Je me chargerai de vous en débarrasser. Question, monsieur. Vous évoquez la détention par rapport à la jouissance, c'est très bien, je peux vous poser la question, mais vous allez préciser votre pensée. Est-ce que la détention est-elle toujours un avantage, une satisfaction, la détention en général? Alors, la détention en général, elle permet la jouissance. De ce fait, oui, ça peut être un avantage. Mais c'est toutes les conséquences de cette détention qui vont en faire d'elle quelque chose de diabolique. Comme je le disais, je pense que la solution est de nous débarrasser de tous nos biens. Pourquoi? Car un bien fait l'objet d'énormément de normes juridiques, d'obligations. Et en ce sens, ça nous prive de certaines libertés. Une question à monsieur. Vous évoquez à un moment une phrase très puissante, l'accumulation de biens n'est pas un souci. Vous dites, vous le réitérez plusieurs fois. Est-ce que la transmission des biens est un souci? Est un souci d'ordre? Est-ce que la transmission d'un bien ou de biens est un souci d'ordre? Tout dépend effectivement de la place qu'ont eu nos parents dans la société. Si nous avons eu la chance d'avoir des parents prévoyants et qui n'ont pas eu comme unique optique de léguer un héritage criblé de dettes, alors dans ce cas, oui, la transmission, l'accumulation de biens est quelque chose de bien. En revanche, si nous avons un parent trop habitué aux soirées festives dans les casinos, dans le casino avec Aix-en-Provence, alors dans ce cas, la réponse est forcément négative. Monsieur Engel, je ne voudrais pas déverser un panier de pommes dans votre jardin, mais c'est vous qui m'avez tendu la peule. Vous avez perdu votre S, où il a été retenu dans le manifeste du Parti communiste, ou est-ce que Karl qui le détient? Écoutez, à mon sens, vous êtes tombé dans la facilité. Désolé de vous le dire, jouer sur mon nom, c'est un peu bas. C'est vous qui avez commencé, vous avez confondu Engel et Engels. Tout à fait. C'est ce qui fait toute la différence entre lui et moi. Quand lui aura l'idée de déposséder les bourgeois pour redistribuer les richesses, mon idée est beaucoup plus extrême. Je supprimerai toute propriété. Donc je m'inquiète toujours. Qui retient votre S? Eh bien écoutez, de toute évidence, je l'ai perdu en me dépossédant de mes biens. Monsieur Fournier, le petit Nicolas n'était pas au four et au moulin. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que l'accumulation d'un bien n'était pas un souci. Mais Marx dit, vous pourrez poser la question à monsieur Engels, c'est l'héritier qui est hérité. Bref, je prends un exemple concret, un cas pratique. Vous héritez d'une ferme où il y a des garènes, une basse-cour, des bichons d'élevage pour les offrir à Liliane. Vous détiennent-ils ou vous retiennent-ils à la ferme? Des célébrités, bien sûr. La ferme des célébrités, émission non moins sérieuse et populaire il y a de ça peu, avait comme caractéristique de parquer des animaux dans un 5 pièces plus ou moins agréable.
Si je détiens une ferme comme ça, et j'irai dans le sens dans mon propos, j'en ferai assurément une ferme des 1000 vaches, n'en détiennent nos zadistes de tout genre. C'est pas vraiment enviable, n'est-ce pas, monsieur Engel, comme situation? Que ferez-vous contre les envieux? Eh bien, encore une fois, je les déposséderai. Les gens qui m'envient, je peux les comprendre. Cependant, sans bien, il n'y a plus d'envie. Ou bien du moins, des envies naturelles. Celles-ci, en mon sens, ne restreignent pas nos libertés. Elles ne sont pas négatives. Bien, bien, bien. Monsieur Fournier, dans les liens du mariage, le petit Nicolas a-t-il été détenu ou retenu? La vision qu'a le petit Nicolas du mariage est quelque peu volatile. Ou je dirais plus, va de pair avec la philosophie de Nicolas Skippy, puisqu'il prend le mariage comme un outil pour arriver à ses fins. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé pour notre chère et tendre Cécilia, et ce qu'il s'est passé avec la non moins délicieuse Carla B, qui fut obligée de passer ses vacances à Walt Disney. Tout ça pour redorer l'image de son cher Nicolas S. Bien, alors vous avez tous les deux parlé du sketch des inconnus, donc j'ai une question à vous poser. Puisqu'on est dans un monde où il peut y avoir un gourou qui s'appelle Skippy, le grand gourou, j'aimerais savoir si vous pensez qu'il peut y avoir, par exemple, un dauphin qui s'appellerait Flipper le rapin, ou alors un cheval qui s'appellerait Mon Moufti Flika. Voilà, je vous laisse. C'est une question tout à fait intéressante. Je ne comprends pas bien le rapport avec les biens, mais je vais tenter d'y répondre. Je ne pense pas que la dénomination d'un gourou puisse changer quoi que ce soit sur son influence. Si l'on parle de Skippy, son but était nécessairement de nous déposséder de tous nos biens, et en ce sens, peu importe son nom, je le suivrai. Vous avez raison, monsieur, de soulever la place de plus en plus importante qui est faite aux animaux dans nos sociétés contemporaines depuis que quelqu'un a eu la brillante idée de fracasser un chat contre un mur. Alors oui, assurément, avec la tendance législative extrême qui est celle de notre société contemporaine, il se peut effectivement que l'on mette sur un pied d'estelle, disons un dauphin, un chien, pourquoi pas, même si, je vous le redis, ce sont des singes qui nous dirigent.